Donc du coup, oui, je te disais, c'est souvent peut-être pour ça qu'on vient vers toi. Moi, j'accompagne, pas mal d'entreprises, de personnes sur leur GEO, donc comment être visible sur Google, mais aussi de plus en plus sur les IA, ChatGPT, tout ça. Et les citations qu'on a dans la presse et dans certains médias, sur certains sites, sont très importantes pour les IA. Et dans les trois sources les plus citées sur les IA, il y a Wikipédia. Et donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir sur The Impactors. Et quand je cherchais quelqu'un pour parler de Wikipédia, on m'a dit, faut que tu parles à Nelly. Et donc, ce que je savais pas au départ, c'est que tu étais ou tu es toujours kiné et tu aides aujourd'hui les entreprises à percer sur Wikipédia grâce à Wikipédia et au SEO. Tu as une double casquette en fait. Alors, plus Donc, du tout. plus Non, du je suis tout, plus kiné d'accord, depuis plusieurs années déjà. C'est vrai que je l'ai d'accord. été pendant 11 ans. Et là, j'ai une activité effectivement dédiée à Wikipédia depuis 4 ans. Donc, je ne fais que ça. C'est mon activité à temps plein. Ça surprend quand même toujours les gens parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en France. On est même deux, hein, d'ailleurs, maintenant. Voilà, l'activité se développe. On a lancé là parce que du coup, on est rentré dans Oui, oui, le. on a Ah oui, lancé, on a ok, lancé. ça marche. Ok, ok, très bien. Oui, donc effectivement, c'est une activité que je fais à temps plein et qui s'inscrit dans le cadre effectivement de comment être visible auprès des personnes. Voilà, mais c'est une activité effectivement à temps plein. Ok. Et du coup, comment tu fais le switch de kiné à autrice, consultante Wikipédia? Wikipédia, tu en as fait un livre dessus, on va en parler. Comment on passe de ça à ça? Alors en fait, c'est vrai que kiné, la représentation du kiné, c'est souvent la personne qu'on va voir quand on a un problème en cabinet libéral. En fait, comme dans beaucoup de métiers, il y a plein de façons différentes d'exercer. Et donc moi, j'ai eu plein d'activités même quand j'étais kiné, surtout autour de l'enseignement et de la recherche en fait. Parce que quand on est kiné, surtout selon les écoles qu'on suit, moi j'ai été formée à Grenoble et on est très formé à rechercher des informations scientifiques, aller remonter à la source de l'information. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert Wikipédia et comment contribuer à Wikipédia avec ma casquette un peu où à l'époque j'étais déjà on va dire dans la recherche et donc c'est par ce biais-là que ça m'a emmené petit à petit voilà découvrir l'écosystème Wikipédia puis finalement à me rendre compte qu'il y avait un vrai besoin pour les professionnels parce que même si Wikipédia est édité dans l'immense majorité des cas par des gens complètement bénévoles. Il y a aussi des institutions, des entreprises, des chercheurs, des professionnels, des membres aussi des équipes du gouvernement, de députés, du Parlement, qui interviennent dans un cadre professionnel sur Wikipédia. Et donc c'est petit à petit, c'est comme ça que j'ai fait. En fait, c'est plutôt, on va dire, du monde de la recherche et de trouver les bonnes sources pour à la base être un bon kiné et développer des pratiques qui peut-être sont faites dans d'autres pays et qui fonctionnent mieux que ce qu'on a écrit par le passé, à finalement, au lieu de utiliser ses compétences de recherche d'informations fiables pour exercer une profession de soins, j'ai petit à petit basculé sur comment l'exercer pour voilà mettre à jour, contribuer à la plus grande encyclopédie du monde et dans un cadre plus que bénévole aussi professionnel. Ok. Et donc, c'est trop marrant comment une compétence, en fait, on peut l'adapter pour plein de métiers différents qui, de prime abord, n'ont rien à voir. Euh, donc, je pense beaucoup de ceux qui se sont soit reconvertis ou qui ont lancé des boîtes se reconnaîtront là-dedans. Wikipédia, on connaît ça depuis qu'on est né, toi et moi. Moi, je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, euh, qu'on disait, oh, t'as ton truc, ça sort de Wikipédia, quoi. C'était pas, c'était pas fiable. Le contenu qu'il y avait dessus voilà, c'était pas forcément la vérité, ce qui était fiable. Comment on est passé de ça. Aujourd'hui, c'est le Graal pour une marque, un chercheur, un auteur.
d'avoir sa fiche Wikipédia. Alors après, ça, c'est une représentation que toi, tu avais à l'époque. Alors, je sais pas de quelle année tu es. Moi, je suis de 1990. Tu es de quelle année, toi? 92. 92, voilà. Donc, on est quand même dans la même, voilà, la même génération. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on se disait ça, donc on était au collège, lycée, on va dire. Donc, les années, Wikipédia a été mis en ligne en 2001. Donc, c'était plutôt, on va dire, dans les débuts de Wikipédia. Mais en fait, dès le début, quand il y a eu les premières études qui comparaient le contenu encyclopédique de Wikipédia par rapport aux encyclopédies traditionnelles, type Britannica, etc. Toutes les études qu'il y a eu sur le sujet, globalement, dans la grande majorité et depuis le début de Wikipédia, montrent une chose assez claire, c'est que de manière générale, si on ne va pas dans le détail de quelques petites pages minoritaires au regard du grand pourcentage de pages qui sont visibles sur Wikipédia, le contenu est grosso modo similaire à celui des encyclopédies traditionnelles. Et ça, c'est depuis le début de Wikipédia, de par en fait la manière dont c'est structuré. Après, bien sûr, il y a toujours des pages qui sont des contre-exemples, parce que sur 7 millions d'articles sur Wikipédia, forcément, dans cette masse-là, et c'est peut-être ceux aussi que certains médias vont aimer montrer du doigt, ou alors peut-être voilà, il y a des lycéens, par exemple, qui peuvent faire des petites blagues et modifier le contenu d'une page, mais en général, ça reste en ligne quelques secondes. Donc, c'est vrai que peut-être que dans l'opinion passée, chez les professeurs, les enseignants, Wikipédia avait peut-être une plus mauvaise image au début, dans ses débuts, donc dans les années, on va dire, 2000. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui est même Ouais. utilisé dans l'éducation nationale et de plus en plus. De là à dire que c'est le Graal, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le souci de la fiabilité, voilà, il y a la Mmh. représentation qu'on a de Wikipédia, qu'on peut en avoir les médias ou certaines catégories socio-professionnelles, et puis la réalité de ce que c'est, quoi. Ouais, il y a eu un petit peu un Wikipédia bashing, au Mm. début peut-être, chez certains qui peut-être, du coup ont fait que cette image que j'avais, c'est a pu s'installer et c'est un petit peu ce qu'on voit sur, voilà, sur des d'autres technologies qui sont arrivées aujourd'hui ou ces dernières années et et ce qui est marrant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est très utilisé dans l'éducation nationale et donc, heu toi, maintenant, donc Wikipédia, tu en as fait une grande partie de ta vie, ça occupe une grande partie de tes journées. Tu as écrit un livre dessus. Ce livre, c'était pour dire quoi? Pour faire passer quel message? En fait, Wikipédia, il y a beaucoup de contenu, et c'est super d'ailleurs, écrit par la communauté pour apprendre à contribuer dans un cadre bénévole. Ce contenu, il est mis à jour. Il y a des personnes qui sont des contributeurs bénévoles de longue date ou qui sont des salariés de l'association qui gère Wikipédia, donc la fondation Wikimedia, qui ont écrit des livres. Il y a quelques universitaires aussi, mais il n'y avait aucun contenu, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, un ouvrage comme ça destiné aux professionnels, en fait, aux gens qui interviennent, parce c'est un peu tabou, parce que même si c'est toléré, accepté par certains contributeurs sur Wikipédia, si les règles en vigueur sur Wikipédia, quelle que soit la langue sur laquelle interviennent, autorisent les contributions professionnelles, il y a un consensus pour ça. Il n'empêche que pour une partie des contributeurs, c'est mal vu, c'est pas bien. C'est pas bien d'intervenir quand on a un lien d'intérêt. La question, c'est en fait lien d'intérêt où s'arrête, parce que par exemple quelqu'un qui est membre d'une association et qui intervient sur la page Wikipédia de son association, ou qui est membre d'une association de protection animale et qui intervient sur des pages Wikipédia en lien avec la protection animale, enfin, il y a une question de où s'arrête justement la problématique du conflit d'intérêts. Mais donc moi, en fait, j'ai voulu un peu mettre les pieds dans le plat et dire, en fait, malheureusement, va falloir ouvrir les yeux là-dessus. C'est une réalité depuis le début de Wikipédia. Tout le monde a toujours voulu intervenir, y compris avec un lien d'intérêt sur le sujet. Et donc, quel est, on va dire, cet écosystème-là, quelles sont, entre guillemets, les bonnes pratiques dans ce milieu-là. Et donc, j'ai voulu vraiment voilà, prendre cet angle-là. Oui, c'est possible. Les professionnels, il faut voir la régularité en face, interviennent sur Wikipédia en essayant de faire au mieux et en règle générale en essayant de respecter l'esprit. Et quelles sont les bonnes pratiques dans ce cadre-là. Et puis, j'ai voulu aussi faire un travail, on va dire, de justement objectiver un peu l'impact qu'a une présence sur Wikipédia, objectiver ou même des fois aussi diminuer l'attente qu'on peut en avoir, parce que parfois, justement, il y a des gens qui ont trop à cœur d'être sur Wikipédia, alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout prioritaire et il y a peut-être d'autres choses qui sont mieux à faire. Donc, j'ai voulu aussi documenter concrètement, objectivement, qu'est-ce que ça apporte ou ça n'apporte pas, notamment pour la présence dans les LLM. Oui, et du coup, c'est vraiment, une encyclopédie.
au départ et je pense que c'est important de bien avoir ça en tête. Donc il y a une culture très scientifique, là-dedans où, les contributeurs, c'est soit des voilà, des chercheurs ou, des personnes qui pratiquent vraiment un sujet, mais qui ont aucun intérêt, et donc, c'est justement enfin, c'est sûrement pour ça aujourd'hui que, par les LLM, Wikipédia est aujourd'hui considéré comme l'une des sources les plus sûres parce que, c'est des personnes qui contribuent dessus qui ont aucun intérêt, heu, aucun conflit d'intérêt et donc toi aujourd'hui, donc tu as mis les pieds dans le plat, hem, parce que en fait, le danger de ça, c'est de se dire, si on est professionnel, on travaille dans une association, une entreprise, on peut avoir une démarche scientifique dans son entreprise, son asso et cetera, heu, mais du coup, on ne peut pas l'exprimer par Wikipédia, donc c'est un peu rendre accessible ce pouvoir-là à des acteurs, ce que tu fais, hein, qui ont une démarche qui rentre dans les standards de Wikipédia. En fait, tu crées la présence Wikipédia d'assos, d'entreprises, c'est ça? On va dire, il y a 3 cas de figure. Il y a effectivement les gens qui ne sont pas encore sur Wikipédia et qui aimeraient y être. Donc les gens, c'est des personnes physiques, mais c'est le plus souvent effectivement des entreprises, de la start-up à la PME aux marques de grands groupes qui ont une page par exemple du groupe, mais qui n'ont pas leur page de marque, parce qu'il y a ça aussi. Donc ça, c'est une première partie. Mais avant même de créer la page, c'est de vérifier en fait l'éligibilité. Est-ce que c'est le bon levier à actionner? Donc une grande part de notre activité aussi, c'est ça en fait. C'est dire, bah oui, c'est votre idéal d'avoir une page, mais est-ce que vous cochez les critères d'éligibilité? Parce que le fait d'avoir un numéro SIRET, par exemple, n'est pas un critère suffisant pour avoir sa page Wikipédia. Aujourd'hui, il y a 3000 entreprises françaises qui ont leur siège social en France qui ont une page Wikipédia. C'est très peu au regard du nombre d'entreprises en France. Voilà. Donc il y a ça, et après il y a la partie aussi quand même assez importante de intervenir sur des pages déjà existantes. Parce qu'il y a quand même dans ces 3000 entreprises, et si on compte aussi toutes les institutions, les associations, les personnes, en fait, il y a quand même des gens déjà qui ont une présence sur Wikipédia et qui ont parfois des pages qui sont pas du tout à jour parce que justement des contributeurs bénévoles sur Wikipédia vont avoir certains centres d'intérêt et c'est pas forcément mettre à jour les pages Wikipédia des vieilles entreprises industrielles françaises. D'accord. Donc, toi, du coup, on va en parler des critères pour voir si on est ou non, euh, on peut accéder à Wikipédia. Mais tu parlais de personnes, de grands groupes. Aujourd'hui, la majorité des gens, des personnes, c'est pour avoir une idée un peu concrète, ça peut être quoi? Des auteurs, des fondateurs, de grandes boîtes? Qui peuvent être ces personnes? Et surtout dans quel intérêt elles vont vouloir, en fait, soit créer une présence, soit, amplifier leur présence sur Wikipédia? C'est quoi le l'intérêt à la Alors, fin? sur le type de personne, c'est vraiment ultra large. Ça va être les artistes, les chercheurs, les dirigeants, les personnalités politiques, euh, des scénaristes. Enfin, c'est toutes professions confondues qui ont quand même un minimum de notoriété. C'est-à-dire que des gens qui sont déjà en fait parus dans les médias. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui nous contactent qui ont aucune présence, mais enfin là, on leur dit directement, c'est pas le sujet. Il faut déjà avoir une certaine entre guillemets notoriété, en tout cas être connu au-delà de son propre site internet pour pouvoir prétendre à Wikipédia. Et donc dans les motivations, bah là pareil, hein, elles sont extrêmement diverses. Alors après c'est toujours pareil, il y a les motivations affichées et puis des motivations peut-être réelles. Mais par exemple, on a des fois des artistes qui, on leur a dit, leur avocat pour par exemple obtenir un label pour être commercialisé, diffusé aux États-Unis, leur ont dit que Wikipédia faisait partie des critères. On a des architectes, par exemple, qui nous disent aussi qu'ils ont entendu dire que ça faisait partie des critères pour obtenir des subventions ou des prix. Donc ça peut être ça, c'est des exemples un peu à la marge. Et après, la motivation la plus fréquente, c'est de voir que tous nos concurrents ont une page Wikipédia et pas nous. Sous-entendu, si le est long, c'est peut-être que ça a un intérêt et donc il faut qu'on soit dessus. Après, il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui savent que donc c'est le site. Alors, ça dépend des LLM, mais en tout cas sur ChatGPT, c'est la source la plus
citée ou la deuxième plus citée, le site internet le plus cité. Wikipédia, donc c'est le 10e site toujours dans les 10 sites les plus visités en France tous les jours, 4 millions de visiteurs uniques par jour. Et quand on tape le nom d'une marque dans Google, en général, ou d'un objet, d'un lieu, on va tomber en 1 sur le site, en 2 sur la page Wikipédia, si elle en a une. Donc tout ça fait, pareil, dans les aperçus qu'on a générés, soit par l'intelligence artificielle selon les pays, soit mis en avant par Google quand on tape le nom de quelque chose, s'il y a une page Wikipédia, c'est le contenu de Wikipédia qui va sortir. Donc tout ça crée un peu une pression pour les équipes de communication ou parfois même directement les dirigeants ou on va dire les figures publiques de se dire à un moment donné dans leur carrière, tiens, je vais me préoccuper de Wikipédia. Donc en fait, au départ, euh, la, je dirais, la volonté d'accéder à des marchés, donc les États-Unis pour des artistes, des marchés, des subventions pour des architectes, et très vite, ça devient aussi un levier de visibilité, d'attractivité sur Google et sur les LLM. Donc, tu parlais d'exigences, prérequis, de conditions. On peut pas être sur Wikipédia qui veut. C'est quoi un petit peu, il y a une checklist pour savoir si vite, rapidement, si on peut y être? Alors, oui, rapidement, on peut dire rapidement. Après, c'est sûr qu'il faut fouiller dans le détail. Parce qu'on va dire, déjà, il y a des critères spécifiques et généraux. Critères spécifiques, c'est par exemple pour des chercheurs, certains types de chercheurs, ils vont avoir des critères à eux et ils peuvent cocher les critères spécifiques et pas les critères généraux. Donc déjà, un premier élément, c'est de dire, bon, bah voilà, je suis quoi? Est-ce que je suis une entreprise, un artiste, un chercheur? Pour aller voir si j'ai des critères spécifiques qui s'adaptent à mon cas ou si je vais devoir répondre aux critères généraux. Là, je te propose pour pas tout, enfin voilà, parce que ça nous prendrait des heures de Bien faire le sûr, focus sur les critères généraux, donc ils sont valables pour tout le généraux. monde. Voilà. Et ces critères généraux, ils sont assez simples sur le papier. C'est d'avoir eu 2 médias nationaux généralistes qui ont parlé donc de nous. Alors de nous égale l'entreprise si on veut créer la page d'une entreprise, la personne si on veut créer la page d'une personne, le lieu si on parle du lieu, de nous à au moins 2 ans d'intervalle, en ne comptant pas les interviews, parce que les interviews, en fait, c'est pas un journaliste qui a parlé de toi, c'est toi qui as parlé de toi à un journaliste. Donc, en excluant les interviews, en excluant tout ce qui est, on appelle, publi rédactionnel, donc tout ce qui est paid, tout ce qui est, en fait, voilà, en passant par un tiers ou non, on dit le contenu qu'on veut avoir, et puis, voilà, le média va publier ça. On exclut aussi les simples reprises de communiqués de presse. Ton agence ou toi-même, tu vas envoyer un communiqué de presse, le journaliste va presque copier-coller le contenu du communiqué, et en fait, il y aura aucune investigation indépendante. On va exclure aussi tout ce qui est petites news. Il faut vraiment que ce soit des parutions médias qui sont assez développées. Par exemple, prendre voilà l'exemple typique, c'est une startup, elle a fait une levée de fonds, elle a levé 4 millions. Bon ben voilà, l'article c'est 2 paragraphes sur la startup a levé 4 millions. Pareil, ça c'est pas un article d'investigation centré. La checklist est assez facile a priori à cocher. Le truc c'est qu'après il va falloir, là où ça prend du temps, c'est d'arriver à identifier si effectivement ce qu'on a trouvé, on coche bien les cases. Donc, il faut 2 articles à 2 ans d'intervalle minimum. Donc en fait, ça implique d'avoir, un projet ou une, présence qui soit vraiment régulière dans le temps. Ça Bien peut pas se évidemment, c'est le principe décréter d'une sur, encyclopédie. Sinon, voilà. voilà, comme tu le rappelais très bien, c'est pas un site d'actualité, c'est une encyclopédie. Donc même le critère des 2 ans, je trouve d'ailleurs, est assez souple. Après, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, OpenAI, ChatGPT, ils ont eu, enfin OpenAI a eu sa page 6 mois après le lancement, parce qu'en fait, il y a une telle notoriété et retombée médiatique. Voilà, mais on n'est pas tous cette marque-là. Donc il y a des exceptions, comme toujours. Et puis c'est pareil. En fait, c'est pas quelque chose de mathématique. C'est pas un algorithme qui valide ou non. Donc parfois tu peux avoir, donc c'est pas forcément des articles, hein, ça peut être des passages radio, des passages télé. Tu peux avoir 2 publications espacées de 2 ans, mais en fait c'est pas mathématique. C'est un Derrière, il y a de repère. l'humain. C'est Voilà, un c'est un repère. Oui, et que ce soit, donc on comprend, pas d'interview en fait, il faut que ce soit des vrais articles de fond. Hem, la question, c'est est-ce que un article, par exemple, qui va parler, est-ce qu'il faut que l'article soit focus, sur la personne ou l'entreprise?
Ou est-ce que si c'est vraiment, comme on en voit souvent, des reportages ou des articles d'investigation et que dans le cadre de cette investigation, il y a l'entreprise, heu, la personne qui est où il y a une partie du reportage sur elle, par exemple, ça va être 20, où ça va s'imbriquer dedans. Est-ce que ça peut être, compté dans ces Il articles? faut voir au cas, au cas par cas, mais la réponse en général c'est non. Sauf si c'est par exemple si c'est un reportage qui dure 1 heure ou si c'est un livre, parce que ça peut être les livres aussi de 300 pages et qui a effectivement 20% du livre, donc ça fait 40 pages sur l'entreprise, ça peut compter. Mais si on parle d'un article qui fait 1000 mots et qui a 20% de l'article sur une entreprise, ça fait 200 mots, là ça ne compte pas. Donc c'est pour ça qu'il faut voir en cas par cas, mais en général non, en général c'est vraiment des choses qui sont centrées uniquement sur l'entité dont on Mmh. veut créer la page. D'accord, OK. Donc on est obligé, en amont, d'avoir bossé ses RP, ses relations presse. En fait, enfin, de toute façon, c'est clair, c'est pas du tout Wikipédia, c'est vraiment pas l'endroit où on vient voilà, on vient de lancer notre activité, on pense à Wikipédia. Déjà, enfin voilà, et en général, c'est quand même assez rare qu'on bosse CRP pour Wikipédia. Il y a plein d'autres intérêts à faire des relations presse. Wikipédia, c'est un des objectifs, mais enfin, que je mettrais très secondaire. Il y a bien d'autres intérêts, sûrement, à faire des relations presse, quoi. Et donc tu parlais de livres, le fait d'avoir, écrit un livre qui fait plus de 300 pages, tu disais, ça peut être, pris aussi comme un critère secondaire, pour Wikipédia? Alors pour les livres, je parlais d'un livre qui était consacré par exemple à une personne, une biographie sur une personne, pour que la personne qui est pas l'autrice de la biographie, mais dont on parle dans la biographie, ait sa page. Le simple fait d'avoir écrit un livre publié dans une maison d'édition, c'est absolument pas un critère suffisant pour avoir sa page Wikipédia. Tous les auteurs, les écrivains ne peuvent pas du tout avoir leur page Wikipédia. Il y a des critères effectivement spécifiques, ça fait partie des professions pour lesquelles il y a des critères spécifiques. Et en gros, il faut qu'il y ait que déjà il y ait eu au moins 2 livres et publiés à compte d'éditeur, pas auto-édité, et que ces 2 livres aient fait l'objet de critiques, ça peut être cette fois dans la presse spécialisée, d'une ampleur assez importante. Donc là encore, voilà, c'est des critères spécifiques. Tu peux cocher que les critères généraux si tu es auteur, ou tu peux ne pas cocher les critères généraux donc qu'on a développés, mais cocher ces critères où en fait finalement c'est pas toi en tant qu'auteur qui est connu, mais finalement tes œuvres, et donc tu pourrais avoir une page Wikipédia si effectivement les journalistes de la presse littéraire ont consacré des chroniques, des critiques assez longues sur tes bouquins. D'accord, OK. Il y a une barrière à l'entrée Oui. qui est quand même là. Donc d'ailleurs, tu parles de livres. Toi, tu as écrit le tien. C'était à combien de temps que tu l'as publié? Ça fait quelques mois là, il est sorti en fin d'année dernière. Ça fait Voilà. quelques mois. Ouais, on va le mettre en lien dans la description de l'épisode. Surtout que, alors, c'est Adeline, qui nous a mis en relation et qui du coup m'a vraiment vendu le bouquin. Donc je l'ai pris qui me disait: «C'est vraiment, heu, c'est hyper, actionnable en fait, le contenu qu'il y a à l'intérieur». Donc aujourd'hui, ouais, c'est tout neuf, ça fait quelques mois. Qu'est-ce que ça t'a ramené aujourd'hui, le livre? Alors le livre déjà je l'ai fait dans une optique un peu comme est Wikipédia, open source, partage de la connaissance ouverte, c'est-à-dire que voilà, alors c'est ma motivation affichée, certains pourront dire ah, c'est peut-être pas la vraie motivation, mais en tout cas ma motivation Conflit première d'intérêts. c'était de prendre du temps pour consacrer donc 6 mois de ma vie à raison d'un jour à temps plein par semaine à rendre public les connaissances que j'avais acquéries, les recherches, toutes les études scientifiques aussi qu'il y a, parce que j'ai à cœur voilà, de montrer en fait toute la littérature académique qui est consacrée à Wikipédia. Ma première motivation, c'était voilà, de partager ces connaissances, cette expérience aussi, ces échanges avec des professionnels. Donc ma première motivation, elle était là. Donc ça, finalement, l'objectif était atteint à partir du moment où je publiais mon livre. Il n'y avait pas d'autre. Après, c'est vrai que du coup, ça m'a attiré des ennuis aussi, il faut le dire. Pas que voilà, le Sérieux? livre peut aussi. Ça m'a attiré des ennuis parce que justement, comme je disais, il y a une partie de la communauté de Wikipédia qui voit d'un mauvais œil en fait que des personnes s'y intéressent dans un cadre professionnel. Et donc forcément, un bruit, un livre, ça fait un peu parler de lui. J'ai été, du fait de sa sortie ou de son annonce, plus invitée à prendre la parole, notamment au Parc des Princes, un rassemblement de professionnels du référencement sur Internet. Voilà. Donc du coup, ça peut aussi, voilà, des critiques,
comme tout. Donc voilà. Après, c'était moi l'idée principale, c'était quand même de communiquer, et de rendre public pour que d'autres aussi s'en emparent. Et tu t'es fait publier, c'est ça? Enfin, pardon, tu t'es fait éditer. C'était la Oui, c'était le question. critère. Je voulais vraiment que ce soit un livre publié dans une maison d'édition. C'était un peu mon critère pour valider aussi en amont, avant de me lancer dans la rédaction, qu'il y avait, on va dire, une reconnaissance du monde éditorial et que des éditeurs professionnels pouvaient valider le fait que ce soit un sujet d'intérêt pour les professionnels, que ce soit pas que moi dans mon coin qui me disent qu'il y a un sujet là. C'était important pour moi et je l'aurais pas publié si j'avais pas eu des professionnels du monde de l'édition qui se disaient que bah oui, c'était bon. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de mal à trouver un éditeur. J'ai envoyé un premier lot à 6, il y en avait 3 qui m'ont dit oui. Donc je me suis dit, là aussi, c'est un signal que Il y a un sujet effectivement, de voilà, il y a un sujet. ouais. Ouais, c'est intéressant. Pour toi, en fait, avoir un éditeur qui dit banco, c'est c'est l'assurance, en fait, que de ce dont tu veux traiter, il y a un vrai sujet de société, un sujet qui dépasse, heu, ton cas ou le cas d'une activité, quoi, Tout ou à fait, juste c'est d'un exactement ça. métier. C'est exactement ça, voilà. Moi, j'avais pas Ouais. d'intérêt à publier du de toute façon, j'en fais, hein, du contenu, en accès libre, gratuit pour tout le monde, je le fais bien volontiers aussi, mais c'est encore autre chose aussi. Un livre, ça peut aller dans les bibliothèques. Enfin, d'ailleurs, j'ai vu, hein, il y a plusieurs bibliothèques universitaires notamment ou aussi, voilà, les médiathèques de quartier qui peuvent se le procurer. C'est assez différent. Tu es dans d'autres sphères, donc c'est intéressant pour ça aussi. Trop bien comme point de vue. Et du coup, pour finir, revenir sur Wikipédia, donc on a compris, enfin, l'essentiel, c'est quelles étaient les barrières à l'entrée. Maintenant, quand on est, dans la target, quand on coche les cases pour, soumettre, si on dit ça comme ça, son application à Wikipédia, combien de temps il faut compter dans ce process Ah, ça peut aller très vite, pour hein. être Si on est validé? éligible, de toute façon, on crée une page et elle est en ligne directement. Il n'y a pas de validation. Alors, ça dépend des versions linguistiques de Wikipédia. On va parler en français. Sur Wikipédia en français, il n'y a pas de validation par un tiers. Alors, ça dépend tu peux passer par ce qu'on appelle le forum de relecture si tu es un débutant sur Wikipédia, que tu as peur un peu de mettre directement en ligne ta page. Et donc, tu as des personnes bénévoles qui vont venir relire, te faire des commentaires et te dire, bon, bah là, je pense que c'est publiable ou non. Mais sinon, tu peux aussi faire le choix de directement mettre en ligne ta page. Elle sera tout de suite en ligne en 2 minutes si tu veux. Après, la question, c'est facile de la mettre en ligne. Maintenant, l'objet aussi, c'est qu'elle reste en ligne pour que tu aies pas fait tout ce travail-là pour rien. Et donc, même si elle est mise en ligne directement, il faut qu'elle reste en ligne. Et pour qu'elle reste en ligne, bah, il faut que tu aies bien travaillé ta page, qu'elle soit conforme à toutes les règles qui s'appliquent sur Wikipédia, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Mais ce qui pose souvent le plus problème, si on a réglé le problème de l'éligibilité, c'est qu'il faut bien évidemment écrire sur Wikipédia comme tu écris sur ton site internet ou tes réseaux sociaux. Il faut adopter vraiment un ton encyclopédique et chaque affirmation que tu mets doit être sourcée par une source qui n'est pas ton site internet, mais bien un média qui reprend cette affirmation-là. Indépendant. Mmh. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est vraiment cet esprit scientifique, quoi. Et est-ce que tu as des exemples de retombées quand une personne, voit sa fiche Wikipédia publiée, qui te dit: «Ah, ça m'a ramené telle chose, telle chose». Est-ce que tu as des exemples comme ça qui te viennent en tête? Alors j'aurais toujours plutôt des exemples, ce qui surprend toujours les gens, de dire que ça n'a pas tant d'impact que ça. Alors ça surprend toujours les gens vu que c'est mon activité professionnelle, mais moi j'essaie aussi voilà de déconstruire parfois parce qu'il y a des fois des gens qui mettent une énergie folle derrière ça. Il y a des gens qui tentent des dizaines de fois de créer leur page Wikipédia. Il y a un moment donné, Ah, ils tranquille. jouent leur vie dessus, ouais. Donc c'est pas forcément des gens par mon biais, hein. On le voit en fait, c'est public ça, tous les gens qui tentent de soumettre des pages, et il y en a des dizaines et des dizaines par jour rien que sur Wikipédia en français. Donc moi j'aurais tendance à dire tranquille, pas trop de pression, votre vie se joue pas à votre présence sur Wikipédia, parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui sont voilà dans cet état d'esprit-là. Après quand même voilà, c'est pas une baguette magique, l'activité ne va pas décoller ou passer un cap formidable dès qu'on va être en ligne. C'est pas comme des Google Ads où on fait de la pub sur des mots-clés et du coup Google va nous mettre en avant directement et on va effectivement attirer du trafic direct dans le site internet et on va pouvoir
cibler ce que ça nous a apporté directement, quantifier. On est un peu sur le même, on va dire, retour sur investissement que les relations presse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez dur à objectiver. Si par exemple on crée une page Wikipédia, une fiche Wikidata, on sait que dans les minutes qui suivent, elle va être indexée dans Google. Ça c'est sûr sur Wikipédia en français. Donc quand on va taper notre marque, on va ressortir directement dans les premiers résultats de recherche et ça va montrer aux internautes qu'effectivement on est présent sur Wikipédia. Maintenant, il n'y a pas de preuve que ça va nous octroyer le prochain prix littéraire ou doubler notre trafic sur Internet en 5 minutes. Ça n'existe pas. C'est Ouais. vraiment, il faut voir au cas par cas. Et j'ai tendance à dire que c'est finalement un point parmi beaucoup d'autres. Et souvent aussi dans les motivations des gens qui sont sur Wikipédia, les gens qui nous contactent pour être sur Wikipédia, c'est parfois en fait des équipes de communication qui elles sont très rationnelles et savent très bien qu'il n'y a pas non plus un enjeu autant important, mais il y a un affect très fort dans leur équipe dirigeante, dans parfois le président directeur général. Pour lui, c'est crucial et ils ont une pression extrêmement importante, même si eux, ils savent que finalement l'impact, voilà, c'est important, mais c'est pas non plus toute la vie de l'entreprise ne se joue pas là-dessus. Ils sentent une attente très très forte et donc il y a une motivation parce qu'on nous met la pression quelque part à être sur Wikipédia aussi. Ça dépend beaucoup de l'affect, de peut-être une image de marque aussi. Si on peut parler de ROI, d'objectiver quelque chose, ce qui est sûr en tout cas, c'est la visibilité. C'est que quand on tape ton nom sur Google, après, tu apparais de suite. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Après, ce que ça génère derrière, ben, tout dépend, voilà, Puis tout ça dépend dépend le cas tellement particulier. effectivement, et ça dépend tellement. Par exemple, nous on a souvent en client des écoles post-bac. Alors c'est vrai que là, par contre, quand tu es parent et que tu vas payer peut-être 10 ou 30 000 euros par an juste pour la scolarité dans le privé de ton enfant, c'est vrai c'est pas du tout le critère déterminant pour choisir une page d'avoir une page Wikipédia. Mais à deux écoles comparées, tu vas regarder le prix, tu vas regarder les avis sur Internet. Et c'est vrai qu'entre une école, par exemple, de design qui a sa page Wikipédia et une qui en a pas, c'est pas ça qui va faire balancer à 100% le choix, mais ça peut entrer en compte dans ta prise de décision, en tout cas sur certaines personnes. Pareil pour les choix des banques en ligne, tu vas aller regarder ce qui se dit sur Wikipédia. Voilà, c'est un peu un agrégateur aussi d'avis et de confiance. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les marques peuvent avoir, surtout les marques qui ont une activité en ligne où on sait où les gens qui utilisent leurs produits ou les institutions aussi qui ont des enjeux de crédibilité auprès voilà des gens qu'elles représentent ou des citoyens en fait français. Il y a aussi cet enjeu-là un peu de, on va dire, réputation, même si c'est très difficile d'objectiver le retour sur investissement direct. C'est un vrai tiers de confiance, quoi. Exactement. Ça agit tout comme, quoi. OK, top. Donc du coup, les étapes pour s'y mettre, en fait, beh, peut-être qu'il y en a qu'une, c'est juste ce qu'on vient de se dire là, voir si on est éligible, ou non. Et ensuite, les étapes, c'est faire la soumission. On peut la faire seul ou on peut la faire avec toi. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter Donc pour moi, j'encourage enquiller? vraiment les gens à le faire seuls. Hein. Faut pas hésiter, surtout si c'est des gens qui ont des compétences de journaliste. Enfin voilà, il y a plein de ressources et Wikipédia, c'est quand même basé essentiellement sur ça. Donc tous les gens qui veulent être contributeurs bénévoles, en plus on voit la courbe de contributeurs bénévoles plutôt diminuer, alors que la courbe de consultation sur Wikipédia reste plutôt stable. Donc moi, j'encourage bien évidemment tout le monde et voilà, c'est chouette. Ça peut être devenir un loisir, voire une passion pour certains. Et il y a plein de documentation en accès libre pour ça. Effectivement, si on intervient par contre sur un sujet, par exemple notre entreprise, là, il va falloir faire attention à respecter les règles qui régissent donc ce qu'on appelle les contributions rémunérées, c'est-à-dire déclarées, pas essayer de contourner en créant des faux comptes. Il vaut mieux essayer d'aller dans ce cadre-là, respecter, parce que si on a une bonne démarche, ça se passera tout aussi bien, voire même, voilà, on va moins nous revenir dessus. Et puis donc, voilà, pour moi, dans mon cas, en tout cas, je suis active essentiellement sur LinkedIn. Voilà, puis j'ai un site internet, donc notre site internet, ça s'appelle Wikiconsult. On a une chaîne YouTube aussi, voilà, on a différents newsletters, voilà. Top. Ben, on met le lien juste en dessous. Et dernière question,
tu en parlais, ça me pose la question. Tu disais on peut contribuer, donc sur d'autres pages. Donc ça veut dire en fait on peut aller ajouter du contenu sur des sujets, qui peuvent nous intéresser, c'est ça? Qui peuvent être en lien avec, et du coup, c'est quoi? On a le nom du contributeur qui est cité, ça a un effet ou c'est purement, je dirais c'est purement un loisir, en mode, voilà, j'aime faire ça? L'essentiel, des gens qui contribuent toute la journée, plus de 8 ou 10 heures par jour sur Wikipédia, c'est des gens effectivement juste des passionnés, qui ont à cœur, de développer cette encyclopédie. Donc effectivement, tu peux créer un profil utilisateur avec un pseudonyme. On encourage plutôt l'anonymat, sur, Wikipédia, mais chacun fait comme il le souhaite. On peut aussi intervenir, toi tout de suite, tu peux là ouvrir un onglet et aller modifier, Wikipédia sans même créer de compte. Et du coup, Wikipédia va te générer un numéro en lien avec ton adresse IP, en respectant l'anonymat de l'adresse IP, pas rendu public. Donc, on n'est même pas obligé de créer un compte pour intervenir sur Wikipédia. Et on peut effectivement, il y a des gens, moi ça a été mon cas longtemps, j'intervenais juste pour corriger des coquilles ou des choses de cette nature-là. Tu n'es pas obligé d'intervenir en créant des pages, en modifiant des pages. Voilà, il y a toute une foule de gens. C'est assez, moi des fois, enfin, c'est assez passionnant de voir à quel point certaines personnes se passionnent sur certains sujets sur Wikipédia et ça devient une activité importante de leur vie. De leur vie. Top. Beh, merci beaucoup Nelly. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tout maintenant pour, savoir si on peut y aller ou pas. Super, merci à toi. Merci.